La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions sur la politique des retraites. Je vous rappelle que la conférence des présidents a fixé à 2 minutes la durée maximale de chaque question et de chaque réponse, sans droit de réplique. Nous allons commencer par les questions du groupe Les Républicains, avec 6 questions, en commençant, Monsieur le Président, par vous, Monsieur Damien Abad. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Avec votre réforme, un chauffeur de bus de la RATP pourrait donc prendre sa retraite à 58 ans, quand un chauffeur de bus d'Oyonnax devrait attendre ses 64 ans. Où est l'équité et où est la justice ? Avec votre réforme, un cheminot embauché en 2019 partira à la retraite à 58 ans en 2060. Comment pouvez-vous encore parler de suppression des régimes spéciaux dans un tel contexte ? Avec votre réforme, les aiguilleurs du ciel pourront partir à la retraite dès 52 ans. Où est l'universalité qui devait guider votre réforme, Monsieur le Ministre ? Monsieur le Premier ministre n'a pas voulu tout à l'heure répondre clairement à la question de notre collègue Éric Woerth. À partir de quelle année les cheminots partiront-ils à la retraite à 62 ans comme les autres Français ? Il faut que vous nous disiez, Monsieur le Ministre, franchement, en quelle année les régimes spéciaux des cheminots auront complètement disparu en France. Vous deviez supprimer ces régimes spéciaux, mais vous avez cédé aux exigences des grévistes de la SNCF et de la RATP, et il y aura, après la réforme, encore plus de régimes spéciaux. Vous répétez que vous ne lâcherez rien sur le fond de la réforme. Mais quel est ce fond ? Votre réforme n'a plus d'ambition, plus d'audace, plus de cohérence. Vous naviguez totalement à vue et votre propre majorité peine à assumer cette réforme. Si vous n'avez pas le courage de repousser l'âge de départ à la retraite et de l'assumer en tant que tel, alors vous devrez dire aux Français les yeux dans les yeux que vous baisserez le niveau de leur pension de retraite à terme. Au lieu de régler le problème du financement, votre réforme va coûter des dizaines de milliards d'euros et donc créer un véritable problème de financement. Alors, Monsieur le Ministre, ma question est simple. Au-delà de la question des régimes spéciaux, on aimerait savoir à quelle date ils vont tous s'éteindre réellement, en quelle année, si vous pouviez nous répondre précisément. Nous dire aussi combien cette mascarade finalement va coûter aux Français au final avec cette réforme. Je vous remercie. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Abad. Bon, sur le fond, cette réforme, ce projet de société, c'est vrai que nous portons la volonté de faire un système de retraite universel. Et puis, c'est sur ce point-là que vous avez démarré, en soulignant qu'à votre avis, il n'était plus si universel que cela au regard d'un certain nombre de spécificités qui ont été reconnues récemment. Regardons-les ensemble, si vous voulez. Les aiguilleurs du ciel, il s'agit d'une directive européenne. Et on peut aussi, mais là, je le fais avec vous en transparence, se dire que pour les aiguilleurs du ciel, comme pour les marins, comme pour les pilotes de ligne, les éléments de la pénibilité pour ces métiers-là, les difficultés dans la tâche sont tout à fait exceptionnelles. Qui ici peut dire qu'on peut comparer le fait de prendre un bateau pour partir 20 jours en mer d'Iroise, pour pêcher 18 heures sur 24, est comparable avec d'autres formes de pénibilité qui existent? Donc il y a bien des situations exceptionnelles. Qui ici pourrait dire que sur le fond, mettre sa vie en danger pour défendre celle de ses concitoyens ou pour protéger la nation est comparable avec une autre forme de pénibilité? Il y a bien des situations qui sont exceptionnelles. En fait, elles sont exceptionnelles parce que exceptionnellement difficiles, ou elles engagent exceptionnellement les individus qui sont dans cette activité. Donc je comprends votre question et en même temps j'essaie d'y répondre de façon tout à fait objective, cohérente. Il y a bien des spécificités particulières. Il ne s'agit pas de collectionner des régimes spécifiques, il s'agit de reconnaître là où la règle de l'universalité de la pénibilité, celle qui va s'adapter et vivre dans l'immense majorité des métiers, puisse avoir du sens. Il faut garder l'idée que l'universalité n'est pas l'uniformité, simplement. Voilà. Alors, écoutez, je pense que j'ai un temps limité, Monsieur le Président, c'est ça ? Oui, vous avez 2 minutes, monsieur. Et que vous aurez l'occasion de leur poser la question. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous propose de passer à la question, s'il vous plaît, chers collègues.
Vous m'en voudriez si je ne faisais pas appliquer le règlement des 2 minutes. Sans transition, nous passons la parole à Madame Virginie Duby-Muller. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le secrétaire d'État, les tentatives de réforme de ce gouvernement se suivent et se ressemblent. Des annonces tonitruantes pour accoucher d'une souris. Votre projet de réforme des retraites est un cas d'école. Pendant que les Français connaissent depuis des semaines un blocage inédit, on ne compte plus les reculades. Aujourd'hui, votre régime universel n'aura d'universel que le nom, vu les nombreuses concessions que vous accordez aux régimes spéciaux, les contrôleurs aériens, les hôtesses de l'air, les marins-pêcheurs, les transporteurs routiers. La liste à la Prévert ne cesse de s'allonger et votre réforme de se détricoter. Et en même temps que vous cédez sur ces privilèges, vous essayez de récupérer les cagnottes des bons gestionnaires dans les caisses de retraite autonomes. Monsieur le secrétaire d'État, nous n'acceptons pas que les cadres soient les vaches à lait de vos réformes. C'est notamment le cas pour les avocats, et votre réforme entraînerait à la fois une baisse de leur pension de retraite et un doublement de leurs cotisations pour une augmentation de leur niveau de charge à 60%. C'est tout simplement immoral de vouloir récupérer ces pots communs, d'autant plus pour financer d'autres régimes devenus déficitaires suite à des années de privilèges et d'avantages catégoriels. Ces montants ont été cotisés par des gens qui ont travaillé dur et qui ont géré sainement leurs comptes depuis des années, dégageant des excédents sans faire appel aux contribuables. Monsieur le secrétaire d'État, Emmanuel Macron parvient déjà à bloquer le pays sans même le réformer. Voulez-vous vraiment rajouter en plus une déstabilisation profonde du régime de cotisation des professions libérales? La France est déjà championne des impôts dans l'OCDE depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Voulez-vous vraiment rajouter des charges pour certaines professions libérales et décourager les jeunes voulant devenir avocats, kinésithérapeutes, médecins ou encore infirmiers? Je vous remercie. Monsieur le ministre, pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Bon, Madame la députée, évidemment, je ne partage pas votre opinion, mais j'essaie de simplement vous entendre et puis de voir sur le fond de quel type d'inquiétude vous faites-vous l'écho ici. Sur le fond, pour l'ensemble des professions libérales, on peut le constater, c'était déjà dans le rapport de Jean-Paul Delevoye, il a été spécifié que le taux de cotisation sera aligné jusqu'à 1 passe et ensuite il serait dégressif. Parce que justement, pour l'ensemble des professions libérales qui assument à la fois les charges sociales côté employeur et côté salarial, il fallait que ça soit viable. Deuxièmement, il a été dit, donc c'est vrai aussi pour les avocats, tout cela, il a été dit, et c'est ce qui sera fait, que l'assiette de CSG serait revue et que cela absorberait une bonne partie de l'écart des cotisations vieillesse qui ont été évoquées notamment par les professions libérales. Ensuite, comment pourra se traduire cette évolution? Parce que chaque profession libérale, et là où vous avez sans doute raison, c'est que chaque profession libérale a son parcours, son histoire, et donc chacune devra écrire son chemin de convergence en mobilisant ses ressources, si elle le souhaite, ses réserves. En aucun cas, ces réserves ne pourront partir dans un pot commun. Ces réserves seront toujours, et elles resteront, et heureusement d'ailleurs c'est le principe de propriété, et elles resteront toujours à la main de ceux et de celles qui les ont constituées. Mais s'ils veulent les mobiliser pour tout ou partie, à un moment donné, parce qu'ils estiment que ça peut servir à couvrir peut-être un écart de cotisation, ils pourront décider de le faire. Mais soyez rassurés, ces réserves ne pourront pas être utilisées à d'autres fins qu'à l'utilisation de ceux et de celles qui les ont constitués. Voilà, j'essaie de vous rassurer sur les indépendants parce que ce que je voudrais qu'on partage ce soir sur le fond, c'est que bien sûr que le projet d'universalité du gouvernement n'est pas un projet qui vise à faire disparaître les avocats, les infirmières libérales, pas du tout. Ça ne peut pas être ça et ça ne sera pas cela. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Aurélien Pradié pour une durée de 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le secrétaire d'État, il est grand temps. Il est grand temps que vous sortiez des ambiguïtés, des phrases creuses, des slogans et que vous soyez précis. Parce que derrière chacune de vos imprécisions se cache une nouvelle injustice dans les réformes que vous allez porter. Et voilà la raison pour laquelle les uns et les autres, nous allons nous succéder en vous posant des questions précises, auxquelles, Monsieur le secrétaire d'État, nous attendons des réponses aussi précises. J'en ai 4 à vous poser. La première concerne le minimum garanti de 1 000 € que vous avez annoncé de manière tout à fait tonitruante. Je voudrais savoir à quelle date précise ce minimum de 1 000 €
entrera en vigueur pour celles et ceux qui rentreront dans le système de retraite. Je souhaiterais que vous nous indiquiez s'il y a une condition d'avoir cotisé au niveau du SMIC tout au long de sa carrière pour bénéficier de ces 1 000 euros. Car comme vous le dites, si les agriculteurs sont les premiers destinataires de la mesure, plus de 50% d'entre eux ne cotisent pas au niveau du SMIC et donc seraient exclus du dispositif. Enfin, je voudrais que vous disiez clairement aux Françaises et aux Français que cette mesure-là ne concernera pas le stock, c'est-à-dire les retraités actuellement en situation agricole qui ne perçoivent pas 1 000 euros, mais seulement le flux à venir. J'ai une seconde question. Dans le dispositif actuel, les parents qui ont élevé un enfant en situation de handicap bénéficient de 8 trimestres supplémentaires. Est-ce que dans votre nouveau système, ces 8 trimestres seront valorisés ? Oui ou non? Manifestement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai une troisième question. S'agissant des pensions de réversion, en faisant monter à 62 ans l'âge minimal d'accession à la pension de réversion, il semblerait que près de 84 000 femmes soient exclues du dispositif. Est-ce que vous pouvez nous confirmer dans vos simulations si 84 000 femmes, avec la réhausse à 62 ans, vont sortir du dispositif ou non? Enfin, j'ai une dernière question, Monsieur le Ministre. Quelle définition faites-vous de l'universalité? L'universalité, c'est la même règle pour tous et en toute matière. Ce n'est pas la succession des nouveaux régimes spéciaux que vous annoncez. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pradié a une forte exigence de rentabilité de son temps et pose 4 questions en une. Sur le minimum de pension du régime général, il sera revalorisé dès 2022. Une personne qui a fait toute sa carrière au SMIC, donc percevra bien 1 000 euros net de retraite en 2022 et 85% du SMIC en 2025. Et cette disposition, elle s'appliquera aussi bien aux travailleurs indépendants qu'aux agriculteurs. Vous posez également la question de ceux qui sont déjà en retraite. Et effectivement, le sujet est un sujet qui mérite d'être abordé. La réalité de l'engagement du président de la République, c'est tous ceux qui vont rentrer dans le régime de retraite. Ce n'est pas évidemment les mêmes réalités financières pour les uns et pour les autres. Ensuite, vous me posez la question des droits familiaux globalement. Les droits familiaux sont calculés aujourd'hui avec à la fois des majorations qui sont... Est-ce que je peux essayer de terminer? Non, mais si vous posez 4 questions en une et que je dois répondre en 2 minutes, il faut que vous fassiez l'effort de m'écouter. S'il vous plaît, chers collègues. Donc, faites pas l'effort de m'écouter. S'il vous plaît, donc, les droits familiaux, l'enveloppe qui est aujourd'hui consacrée pour les droits familiaux, et si on ajoute si on met cette enveloppe, on regarde à la fois les majorations de 10% et également l'évaluation qui correspond aux majorations de droit acquis, les MDA. Eh bien, c'est l'ensemble de cette enveloppe qui est utilisée pour être redistribuée sur les majorations de 5%. Donc ça veut dire qu'en la matière, la dynamique de solidarité vis-à-vis des droits familiaux, elle reste la même, simplement elle est reventilée, redistribuée autrement, parce que la réalité des familles de 2020, de 2021, c'est pas la réalité des familles de 1960. Et enfin, vous me posez la question des réversions, monsieur le député. Les réversions auront... C'est difficile hein, de s'exprimer, hein, vous êtes en forme. Les réversions continueront à se faire sur la base du rapport de Levoix, c'est-à-dire 70% de garantie de rémunération pour le conjoint survivant. La question est à partir de quel âge cela pourra-t-il se faire? C'est pour ça qu'il y a un rapport de l'IGAS qui est en cours actuellement, de manière à ce qu'on puisse identifier quels sont les enjeux et les risques en matière d'âge pour la réversion. Merci, Monsieur le Ministre. Quand bien même y aurait-il une réponse, encore faut-il pouvoir l'entendre. Donc je vais vous inviter à écouter avec attention les questions comme les réponses. Monsieur Viala, vous avez la parole. Monsieur le secrétaire d'État, je fais partie des parlementaires qui considèrent qu'une réforme en profondeur de notre système de retraite est indispensable, autant pour sa pérennité que pour les générations futures à qui l'on doit de la clarté. Le grief que je tiens à vous adresser est celui de la méthode, ou plutôt de l'absence de méthode. Des mois de soi-disant concertation opaque qui se soldent par un blocage historiquement long de notre pays. 6 semaines entre la prise de parole du Premier ministre et la présentation du projet de loi au Conseil des ministres. Et depuis hier, une série illisible de discussions bilatérales qui ne sont rien d'autre que des capitulations. Plus personne n'y comprend rien. Un aspect suscite bien des inquiétudes chez les actuels retraités, et en particulier ceux qui perçoivent des pensions très basses,
comme les anciens artisans, commerçants, agriculteurs. Tous ont entendu, Monsieur le Président de la République, leur promettre que vous alliez revaloriser pour eux les pensions pour les rendre les moins inacceptables. Tous vous ont vu, y compris ce soir, hésiter sur la faisabilité, le financement, le périmètre et la date d'entrée en vigueur de ces revalorisations. Ma question est simple, Monsieur le Secrétaire d'État. Quand Jean, Pierre, Marie, anciens agriculteurs, commerçants, artisans de l'Aveyron et d'ailleurs, qui perçoivent 692, 716, 734 € par mois de pension et doivent pour les uns continuer à travailler, pour les autres cultiver un potager, élever leurs volailles, ou bien ont dû se séparer du seul bien acquis au cours de leur vie, quand verront-ils leur quotidien amélioré et dans quelle proportion? C'est à eux que je vous demande de répondre, Monsieur le Secrétaire d'État, et de répondre clairement. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Viala. Monsieur le ministre. Oui, monsieur le député Viala, je pense que vous faites un peu écho à la question précédente sur le fond en la matière. Écoutez, quand je vous formule une réponse, soyez assez aimable pour l'écouter, je vous en remercie. Voilà, moi j'écoute vos questions. Donc l'idée c'est effectivement, je l'ai exprimé tout à l'heure, l'engagement du président de la République est sur les nouveaux retraités. Il n'y a pas d'engagement pour les retraités précédents. Mais pourquoi? Parce que les droits n'ont pas été constitués. Donc le sujet est un sujet qui mérite d'être abordé. On l'a déjà abordé d'ailleurs dans les questions gouvernement lors de l'année 2019, je m'en souviens très bien. La question qui a été formulée à l'époque, notamment concernant les agriculteurs, c'est la possibilité pour eux de recourir à l'ASPA, et effectivement pour lequel il y a une forme de réticence en général, parce qu'il n'y a pas toujours une bonne connaissance des règles de l'ASPA. Voilà, donc les réalités sont celles-là. Si. La parole est à Madame Valérie Bazin-Malgras. Et... Voilà, je vous invite à l'écouter. Madame la députée, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Les professions libérales sont inquiètes. Elles sont préoccupées par l'avenir de leur régime autonome de retraite dans le cadre du système universel. Alors que leurs régimes indépendants n'ont jamais coûté 1 € aux contribuables français depuis leur création, voilà qu'ils sont menacés de suppression. Ils sont pourtant à l'équilibre et le régime autonome des avocats reverse même chaque année plus de 80 millions d'euros au régime général. Le gouvernement s'apprête à leur confisquer les 2 milliards d'euros de réserves qu'ils ont rassemblés par leur effort. Ces régimes autonomes permettent de prendre en compte les spécificités de ces professions et introduisent de la souplesse dans la définition des règles qui les régissent, sans que cela ne coûte un seul euro à la sécurité sociale. Un libéral paye 100% de sa cotisation de retraite. Il est donc juste de moduler son taux de cotisation en fonction des caractéristiques de sa profession. En voulant imposer un même taux de cotisation à tous, le gouvernement va fortement pénaliser certaines professions alors que rien ne le justifie. Pour certains, les cotisations vont doubler pour un même niveau de pension. Le 16 septembre, vous le savez, Monsieur le Ministre, plusieurs dizaines de milliers d'avocats, de médecins, d'infirmières, de libéraux en fait, étaient dans la rue. Depuis ce week-end, ces professions libérales ont entamé une grève glissante et je salue d'ailleurs les avocats au bois, contraints de fermer leur cabinet en signe de protestation. Monsieur le Ministre, les attentes sont fortes de la part de ces professionnels qui défendent des systèmes de retraite vertueux. Le gouvernement a multiplié à l'excès des concessions et des exceptions en faveur des corporations qui, elles, peuvent bloquer le pays, sans que cela ne se justifie. Pourquoi donc ne pas maintenir également ces régimes autonomes? Pourquoi refuser la négociation avec ces professionnels? Alors, Monsieur le Ministre, allez-vous enfin entendre les professions libérales et préserver les régimes autonomes de retraite? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Bien, Madame la députée, effectivement, vous avez compris que l'objectif du gouvernement n'est pas de préserver les régimes autonomes. L'objectif du gouvernement, c'est de créer un dispositif universel. Voilà. Donc, la réalité, c'est lorsqu'on a, et c'est le cas de l'ensemble des professions libérales, eh bien, on a, je l'ai expliqué tout à l'heure, on a tout lieu d'intégrer le régime universel. L'intégration du régime universel doit se faire très progressivement.
lorsque c'est possible aussi en prenant en compte les spécificités propres à leur profession. D'ailleurs, j'ai moi-même eu l'occasion d'échanger avec les avocats et de leur rappeler tout cela. On a eu l'occasion également de les rencontrer à plusieurs reprises. En tous les cas, mon prédécesseur Jean-Paul Delevoye l'a fait. Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, l'a fait. Et nous avons encore très récemment, en ce début de semaine, réécrit aux avocats pour leur réexprimer tout ce qu'on vient de se dire ici depuis le début de cette séance. C'est-à-dire à la fois le fait que s'ils avaient des spécificités qu'ils voulaient faire valoir dans le cadre du système universel, et notamment avoir un minimum de pension supérieure pour lequel ils cotiseraient, il leur appartenait de nous faire des propositions en la matière qu'on n'y était pas fermé. De même, ils auront, comme pour l'ensemble des professions libérales, la possibilité d'avoir une assiette de CSG revue, ce qui fait qu'évidemment, les cotisations vieillesse vont certes progresser significativement, mais pas les charges, puisque cela sera compensé par un changement d'assiette de CSG. Donc je vous confirme que pour ce qui est des avocats, le dialogue continue, les échanges ont été présents et il y a une formalisation de ces échanges. Et je pense qu'ils ont tout lieu d'être au sein du régime universel. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Dino Cinieri. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaite attirer votre attention sur les conséquences qu'aurait la suppression envisagée de l'assurance vieillesse des parents au foyer qui concerne 1,5 million de familles chaque année. Il arrive souvent qu'à la naissance d'un enfant, d'un des parents, souvent la mère, arrête de travailler ou passe à temps partiel pour s'occuper du nouveau-né. Actuellement, les personnes concernées sont affiliées à l'assurance vieillesse des parents au foyer, ce qui leur permet de se constituer une petite retraite, comme s'ils avaient travaillé au SMIC. Avec la mise en place de notre système universel de retraite, vous proposez, Monsieur le Ministre, aux parents en congé parental, des droits à la retraite sur la base de 60% du SMIC pendant les 3 premières années de l'enfant et pendant les 6 premières années à partir du 3e enfant. C'est un recul important pour ces familles, je dis bien un recul important. Dans le système à venir, les femmes au foyer et beaucoup de celles qui auraient des carrières hachées ne bénéficieront pas de la pension de 1 000 € minimum que vous avez annoncée, puisqu'elles risquent de ne jamais avoir le nombre de points nécessaires pour une retraite à taux plein. Vos projets de réforme, Monsieur le Ministre, n'est pas favorable aux familles et à la natalité, pourtant indispensables à l'équilibre du système de retraite. Il serait inacceptable que la réforme des retraites vienne aggraver encore l'écart de retraite au détriment des parents prenant du temps pour élever leurs enfants. Ma question est simple. Allez-vous, oui ou non, Monsieur le Ministre, maintenir l'assurance vieillesse des parents au foyer? Je vous remercie. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, alors je pourrais me contenter de répondre oui, et j'imagine que vous seriez déjà satisfait. Je vais un petit peu plus étoffer ma réponse. Oui, pourquoi? Parce que l'assurance vieillesse des parents au foyer sera prolongée dans le nouveau dispositif comme elle existe aujourd'hui, et donc vous n'avez pas d'inquiétude à avoir en la matière. D'ailleurs, pourquoi? Parce qu'en fait, avec une valorisation à 60% du SMIC, ils vont faire des points, ils vont valoriser toutes les périodes d'activité, et on se retrouvera bien dans les mêmes conditions que celles qui existent aujourd'hui. Donc soyez rassurés. Je vous remercie. Je vous propose de passer aux questions du groupe du Mouvement démocrate et apparenté avec la première question de Monsieur Nicolas Turquois. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, à l'heure où le sujet des futures retraites fait la une de l'actualité, je souhaite évoquer l'action du gouvernement sur le thème des retraites de l'agriculture pour les salariés d'un côté et les non-salariés de l'autre. Tout d'abord, concernant le budget général des retraites agricoles, le déficit cumulé de la branche retraite des non-salariés agricoles atteignait 3,7 milliards fin 2018. Même si 2019 devait se solder avec un léger excédent de l'ordre de 100 millions d'euros, il ne peut suffire à résorber la dette. Comment se fait-il alors que les déficits cumulés de la MSA ne soient toujours pas repris par la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, alors que les agriculteurs paient de la CRDS comme tout un chacun? En d'autres termes, dans la mesure où la CADES a été mise en place justement pour gérer et rembourser le montant de la dette sociale, en s'appuyant
sur les recettes collectées par la CRDS, comment justifier le fait que cette CADES n'intègre pas les déficits du régime de retraite des non-salariés agricoles, alors que cette dernière bénéficie des contributions des assurés agricoles et que la Cour des comptes incitait en 2013 à réaliser ce transfert? Autre sujet, pour les salariés du secteur privé, a été mis en place en 2015 un compte professionnel de prévention, simplifié dans ses modalités en 2018 pour améliorer la prise en compte des risques et de la pénibilité auxquels ils sont exposés. Il peut permettre notamment aux salariés exposés de partir plus tôt en retraite en validant des trimestres de majoration de durée d'assurance vieillesse. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous faire le point sur la mise en œuvre de cet outil pour les salariés agricoles? Au titre de l'agriculteur que je suis, employeur de personnel, je dois vous avouer ma perplexité à l'utiliser et à le compléter pour des salariés aux tâches extrêmement variées. Et au-delà du bilan de cette action, des évolutions sont-elles envisagées? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, alors la première question concernant la MSA. En fait, la MSA est en situation, via la Banque des URSSAF, la COS, de pouvoir emprunter sur les marchés. C'est pour ça que ça ne passe pas par la CADES. D'ailleurs, aujourd'hui, la situation de l'emprunt sur les marchés est plutôt favorable. Donc, ça explique le fonctionnement que vous décrivez, sur lequel vous vous interrogez. Ensuite, vous posez la question... oui, pardon, un point supplémentaire peut-être. Vous avez raison de rappeler qu'effectivement, pour ce qui est de la caisse agricole, la situation économique est difficile puisque, en fait, il y a 85% de besoins de financement, hein, puisqu'il y a grosso modo 15% des pensions qui sont payées par les cotisations. Donc effectivement, c'est significatif. Vous posiez la question de la pénibilité et des salariés agricoles. Alors la déclaration pour les salariés agricoles, elle est exactement du même niveau, de la même technicité que pour les salariés de n'importe quelle autre entreprise. Il n'y a pas de spécificité en la matière. Simplement, la question, c'est celle plutôt des facteurs de pénibilité. C'est-à-dire que est-ce que les salariés agricoles sont exposés aux 6 critères de pénibilité du C2P, 3 qui sont liés à l'environnement de travail, 3 qui sont liés au rythme de travail. Mais sinon, les modalités de déclaration sont exactement les mêmes que pour tous les autres salariés. La question est maintenant celle de M. Jean-Paul Mattei. Monsieur le ministre, chers collègues, la réforme des retraites que nous examinerons dans cet hémicycle dès février répond à l'engagement du président de la République. Au sein du groupe MoDem et de la majorité présidentielle, nous y avons souscrit en nous présentant au suffrage de nos concitoyens en juin 2017. Son objectif est vertueux, introduire plus de justice sociale et d'équité entre nos concitoyens, prendre en compte l'intégralité d'un parcours professionnel pour une plus grande transparence. Depuis un mois, nos concitoyens manifestent et exercent leur droit de grève, témoignant de leur inquiétude. L'heure doit être à l'écoute de leurs besoins, à l'ajustement des dispositions de cette réforme pour répondre à toutes les situations. Vous avez annoncé que les Français nés en 1975 seront les premiers à être concernés dès 2025 et que la phase de transition des régimes spéciaux concernera la génération née en 1985. Cela concernera-t-il tous les régimes spéciaux, y compris les professions libérales? On a déjà évoqué un peu cette question. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé une retraite minimale de 1 000 € pour les Français ayant cotisé au SMIC une carrière complète. Pouvez-vous nous indiquer combien d'années de cotisation constituerait une carrière complète? Qu'en sera-t-il, Monsieur le ministre, des petites retraites? Par exemple, des agriculteurs, des artisans gérants qui ne sont pas versés de salaire durant plusieurs années. Concernant le financement de la réforme, est-il raisonnable de le faire peser sur les seuls revenus du travail? Les mesures salariales catégorielles annoncées maintiendront-elles l'équilibre du nouveau régime? Le gouvernement a annoncé que la valeur du point serait garantie. Quels mécanismes législatifs permettront de sécuriser cela et d'éviter une réactualisation demain par le biais d'une loi de finances, comme ce fut le cas pour la CSG? Comment le dialogue et le rôle des partenaires sociaux sera-t-il sanctuarisé dans le nouveau dispositif? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Jean-Paul Mattei, il y a aussi plusieurs questions dans votre question, en fait.
Si on revient sur le premier point, les citoyens, les actifs qui sont à 17 ans de l'âge de départ de la retraite ne sont pas concernés. Ça veut dire que très clairement, si on est de la génération 75, celle qui aura 62 ans en 2037 pour le cas général, et d'ailleurs aussi pour les professions libérales, ce sera par contre la génération 80 pour ceux qui peuvent partir à 57 ans et puis 85 pour ceux qui peuvent partir à 52 ans. C'est la même règle pour tous les Français. Si on est à moins de 17 ans de la retraite, eh bien, on n'est pas concerné par le système de retraite universel. Simplement, ça dépend de l'âge où on a sa retraite dans le système où on est aujourd'hui. Il restera, oui, c'est vrai, de la durée. Vous posez la question de la durée pour les carrières longues ou le minimum de pension qui, par définition, vise à améliorer le droit des personnes qui ont fait une longue carrière ou en commençant tôt et en ayant parfois aussi de faibles durées tout en ayant commencé tôt. Alors comment elle sera appréciée cette durée? C'était l'objet de votre question un peu technique. Aujourd'hui, eh bien, on fera la même chose qu'aujourd'hui. On vérifiera qu'on a bien travaillé à hauteur de 600 heures SMIC et on validera ainsi une année 150 heures par trimestre, 4 fois 150, 600. Et je pense que ça sera d'ailleurs plus simple pour les gens qui au cours de l'année exercent plusieurs statuts, puisqu'on pourra comme ça regrouper sur le volume horaire et valider plus facilement. Au point de départ, rappelons qu'on restera sur le calendrier qui était prévu dans la réforme Touraine, qui est prévu à 43 ans de cotisation, qui vaudront donc carrière complète. En revanche, l'absence de rémunération et donc de cotisation, à la question qui a été posée, fait pas de droit, puisque le principe du système de retraite universel, c'est 1 euro cotisé donne les mêmes droits, encore faut-il avoir cotisé. Donc ce sujet est important. Et puis sur la valeur du point, nous aurons l'occasion d'en débattre lorsque le texte sera ici devant vous. Et vous savez que le gouvernement souhaite qu'on inscrive dans le texte que la valeur de point ne baissera pas. Et donc nous aurons l'occasion d'en discuter ensemble. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Géraldine Bagné. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire d'État, les professeurs sont massivement descendus dans la rue ces dernières semaines. Inquiets, ils craignent des baisses de pension conséquentes du fait d'un calcul sur l'ensemble de la carrière au lieu des 6 derniers mois. Le gel du point d'indice des années 2010 à 2016, renouvelé en 2018, ne les incite pas à la confiance, quand bien même on leur parle de revalorisation du métier. Pour ceux qui sont entrés dans le métier depuis 15 ou 20 ans, j'en fais partie, ils n'ont pas connu de revalorisation. Seuls les débutants ont été concernés par des gestes ponctuels. Pour rappel, les salaires des enseignants français sont tout de même de 22% inférieurs à la moyenne des pays développés en milieu de carrière. Ils ne reposent pas sur des primes ou très peu. Déterminés à se faire entendre, les profs s'inquiètent aussi de l'idée de contrepartie qui circule ici ou là, alors que leur métier n'attire plus, demande une énergie toujours plus grande au vu de la complexité grandissante des situations scolaires et use plus vite qu'avant. Les vacances ne sont pas un privilège. C'est d'abord le moment pour l'enseignant de recharger ses batteries, de réfléchir ses cours, d'en imaginer le déroulé, de profiter de quelques fins de semaine rares et bienvenues, sans copie. Aussi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous leur apporter des éclaircissements quant à la volonté ferme de votre gouvernement de ne pas pénaliser, via la réforme des retraites, un métier socle de la nation et qui a urgemment besoin d'être considéré? Je vous remercie. Monsieur le Ministre. Madame la députée Géraldine Bagné, en vous écoutant et en entendant votre témoignage, on perçoit bien effectivement la réalité de la vie de nos enseignants. Pour avoir moi-même travaillé 4 ans en éducation nationale, j'ai un petit souvenir de tout cela et j'ai gardé de nombreux collègues et amis au sein de l'éducation nationale. Je pense que vous avez raison d'abord de rappeler que la rémunération moyenne de nos enseignants n'est pas parmi la plus élevée des pays européens. Et vous avez raison. Et il y a, si je prends quelques éléments chiffrés, des éléments qui sont très différents et pour lequel, en fonction du degré, eh bien, on voit qu'il y a une forme de compensation au travers de la retraite. Donc le débat qui a été posé est un débat tout à fait légitime. C'est bien pour cela que Jean-Michel Blanquer a expliqué qu'il allait, et ce sujet de concertation avec les enseignants sera très largement ouvert à partir du 13 janvier, donc c'est très bientôt. Il a expliqué qu'il avait en projet d'avoir une loi de programmation pluriannuelle pour construire
le niveau des rémunérations adéquats des enseignants dans le cadre d'une réflexion globale qu'il souhaite mener avec eux. Et c'est cela qu'il va mener dans les semaines qui viennent. Et vous le savez aussi, le gouvernement s'est engagé à ce que le niveau des pensions de retraite des enseignants ne soit pas inférieur au niveau qu'il a aujourd'hui. Je vous remercie. Je propose de passer aux questions du groupe socialiste et apparenté avec la question de Madame Laurence Dumont. Merci, Monsieur le Président. Sous couvert de réforme, mais ce mot, c'est vrai, est bien galvaudé, vous vous apprêtez à imposer à tous les Français un choix pénalisant dans tous les cas. Soit travailler plus longtemps, soit voir sa retraite diminuer. Alors surtout, Monsieur le Ministre, ne me parlez pas de justice et de progrès, car ce n'est ni l'un ni l'autre. En effet, votre retraite par points prévoit de la calculer sur l'ensemble de la carrière et non pour le privé sur les 25 meilleures années. Demandez à un écolier s'il préfère qu'on calcule sa moyenne sur les 42 ou 43 notes de l'année ou sur les 25 meilleures. La réponse est évidente. C'est pour cela que votre projet suscite autant de défiance. On sait qu'on y perdra. La seule incertitude, c'est combien. Prétendre le contraire est un mensonge et les Français ne pardonnent pas le mensonge. Ni celui du président de la République, qui avait juré ne pas toucher à l'âge légal de départ à la retraite. Or, avec l'âge pivot, c'est de fait le décalage de l'âge légal de 62 à 64 ans. Ni le mensonge du gouvernement qui dit vouloir mettre fin aux régimes spéciaux, mais promet de nombreuses exceptions. Les Français n'y comprennent plus rien. Ils ont perdu confiance. Les zones d'ombre sont trop denses. La seule bonne solution, c'est le retrait de ce texte mal ficelé, sans étude d'impact ni simulateur. Le retrait pour tranquillement, sans précipitation que rien n'impose, envisager vraiment comment améliorer le système, comme nous avons commencé de faire avec la mise en place du compte pénibilité lors du précédent mandat. Malheureusement, vous l'avez saboté dès votre arrivée et aujourd'hui, seuls 180 000 salariés en bénéficient, alors qu'il serait 800 000 sur la base de ce que nous avions fait. C'est ça la justice. Je vous demande donc, pour faire mieux, et non parce que nous ne serions que dans la défense du statu quo, le retrait. J'ajoute une deuxième demande. Qu'un texte aussi important ne fasse pas l'objet, comme c'est prévu, de la procédure d'urgence pour son passage à l'Assemblée, ce qui impose de régler en une semaine seulement l'ensemble de ce débat. Ultime provocation. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Oui, Madame la députée Laurence Dumont, je suis désolé, je ne voudrais pas vous contrarier ce soir, mais oui, moi je pense que c'est une réforme de justice sociale. Et puisque vous souhaitez qu'on travaille ensemble à quelques aspects techniques sur les 25 meilleures années, faisons-le tranquillement. Aujourd'hui, en fait, la réalité, c'est que le niveau de pension de la retraite n'est que très partiellement le reflet de ces fameuses 25 meilleures années dont vous venez de nous parler. Pourquoi ? Parce que le calcul sur les 25 meilleures années ne s'applique que sur une partie de votre pension de retraite, c'est-à-dire la retraite de base. Et oui, parce que vous avez oublié de nous préciser dans votre question, mais sans doute le saviez-vous quand même, que la retraite complémentaire significative, de 40 à 60%, 60%, une majorité de la retraite, est déjà calculée sur l'ensemble de la carrière. Et d'ailleurs, en points. Donc j'imagine que ce sujet-là ne vous avait pas paru complètement étranger à la réalité de ceux qui liquident. Moi, vous savez, je suis allé dans un SICAS à Lille pour accompagner des opérateurs qui aident des personnes à liquider leur retraite. Eux, ils le savent très bien, cette réalité-là, ce que je viens de vous décrire. Et puis, un deuxième point, peut-être, parce que vous le savez, peut-être parce que vous avez regardé cette fameuse formule qui permet de calculer le montant de la pension de retraite. Vous savez, eh bien, vous savez très bien que la pension de retraite, en vérité, elle est calculée non seulement pas que sur la base de ces fameuses pseudo 25 meilleures années, mais également sur d'autres paramètres comme la durée, qui permettent d'ailleurs d'appliquer dans de nombreux cas, et entre autres pour tous ceux qui sont dans une situation de proratisation, parce qu'ils n'ont pas leur fameux trimestre ou leur fameux 43 années comme il faudra avoir en 2035 en suivant la réforme Touraine. Eh bien, vous voyez que ce sujet est en fait un tout petit peu plus compliqué que la façon dont vous avez souhaité l'aborder, même si je suis tout à fait prêt à en discuter avec vous. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Gisèle Biémoury, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question concerne le volet agricole de la réforme des retraites. Avec leur modeste pension, la situation des retraités agricoles demeure préoccupante.
Dans beaucoup de cas, elles atteignent péniblement 800 €, soit un montant sous le seuil de pauvreté. De toute évidence, leur régime spécial est synonyme de régime antisocial. Dans son rapport, le haut-commissaire préconisait de revaloriser le minimum de pension à 85% du SMIC. Vous aviez l'occasion, avec la PPL André Chassaigne, votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, de le faire. Elle a été rejetée arbitrairement au Sénat. Pourquoi ? Comment vanter une révolution sociale en s'obstinant à négliger celles et ceux qui se sont impliqués comme premiers de cordée dans le redressement économique de la France? Dans le détail, la réforme propose qu'un chef d'exploitation ayant une carrière complète perçoive au moins 1 000 € de retraite en 2022, soit 85% du SMIC à partir de 2025, ce qui devrait permettre une hausse des revenus. Dans ces conditions, permettez-moi de douter des effets de la promesse de justice sociale qui ne sera pas respectée avec une telle réforme, car rien n'est prévu pour les actuels retraités, soit 1,3 million d'anciens agriculteurs. Pouvez-vous le confirmer? Enfin, est-ce qu'il y aura une compensation pour les carrières incomplètes ou pour les conjoints collaborateurs touchés par un statut discriminatoire vis-à-vis des chefs d'exploitation qui ne devraient pas atteindre, eux, les 1 000 € par mois? Merci. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci Madame Gisèle Bimoret, mais je pense qu'en plus, je vois que le sujet des retraites vous passionne parce que vous m'avez déjà interrogé tout à l'heure et donc je vois que vous avez de la continuité dans votre engagement et j'en suis très heureux. La retraite minimale d'un chef d'exploitation qui a une carrière complète, elle est de 900 €. Elle est inférieure au niveau d'ailleurs atteint dans les régimes alignés pour une carrière complète au SMIC, hein, c'est 980 €. Donc effectivement, vous avez raison, c'est moins. Pour un conjoint collaborateur, elle est à 597 €. Et donc, ce qu'on peut voir aussi, c'est que pour la majorité des agriculteurs, à peu près les 3/4, ils sont polypensionnés. Et donc, en fait, ils ont un montant moyen lorsqu'ils sont affiliés à la MSA qui est à 968 €. Donc la question que vous nous posez, c'est est-ce que, celle que j'ai eue tout à l'heure d'ailleurs, sur le fond, est-ce que cette disposition des 1 000 € qui va évoluer en 2025 sur 85% du SMIC, elle concernera tout le monde, ceux qui ont déjà des retraites liquidées? Je l'ai répondu de façon très claire tout à l'heure. Ça ne concernera pas ceux dont la retraite est déjà liquidée. Nous avons non mais le sujet est d'importance. Donc qu'est-ce qu'il faut simplement se redire sur le sujet? Il y a aujourd'hui un dispositif qui est celui de l'ASPA, pour lequel il est vrai qu'un certain nombre d'agriculteurs ne souhaitent pas le déclencher. Alors je crois qu'il faut là-dessus pouvoir en échanger aussi avec eux. Et en réalité, pourquoi est-ce qu'ils sont réticents? Parce qu'ils ont en tête que cette disposition, s'ils la font jouer, pourrait éventuellement avoir une reprise sur succession. On sait qu'il y a déjà eu des dispositions législatives en la matière qui protègent l'exploitation de l'agriculteur. Donc sans doute que nous avons encore peut-être à travailler avec eux, à se faire préciser les choses, mais il faut que le filet de sécurité sociale en la matière qui est proposé avec l'ASPA puisse jouer son rôle. Mais c'est vrai pour les agriculteurs, c'est vrai pour les commerçants, pour les artisans. Merci, Monsieur le Ministre. Je propose de passer aux questions du groupe UDI Agir et Indépendants avec Monsieur Paul Christophe. Vous avez la parole, cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, alors qu'un nouveau cycle de négociations s'ouvre cette semaine entre les syndicats et le gouvernement concernant le projet de réforme des retraites, certaines de ces dispositions, dont l'âge pivot et la prise en compte de la pénibilité du travail, cristallisent les tensions. En effet, les organisations syndicales défendent qu'il soit possible de partir à la retraite plus tôt pour ceux qui portent des charges lourdes, qui sont exposés à des vibrations, à des agents chimiques dangereux ou à des postures pénibles. Ces critères de pénibilité ayant été modifiés par la réforme du Code du travail de 2017, il en existe aujourd'hui 6 permettant d'évaluer l'impact sur le capital santé de l'exercice d'une profession contre 10 auparavant. L'une des revendications principales des syndicats consiste à réintroduire ces 4 critères qui avaient été jugés inapplicables par le gouvernement. En effet, considérés comme trop difficiles à évaluer par les entreprises, ils n'étaient pas suffisamment pris en compte. Ces facteurs sont pour autant reconnus dans le cadre d'un départ en retraite anticipé pour incapacité permanente lorsque le salarié est victime d'une incapacité partielle permanente d'au moins 10%. Monsieur le ministre, vous avez confirmé que votre engagement était de donner les moyens à ces travailleurs de se reconvertir plutôt que de les laisser exercer un métier pénible.
Une position que semble partager l'ensemble du gouvernement, puisque cette évolution est inscrite dans le communiqué du Premier ministre qui annonce un nouveau cycle de concertation à partir du 7 janvier, intitulé « Construire des dispositifs de reconversion pour les salariés exposés longtemps à la pénibilité ». Je souhaiterais donc connaître aujourd'hui la position officielle du gouvernement concernant la prise en charge de la pénibilité du travail dans le calcul des retraites. Est-ce que la substitution des mécanismes de compensation par la mise en place d'une reconversion est la solution préconisée ? De plus, êtes-vous favorable à une individualisation de la référence collective en matière de pénibilité? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Monsieur le député Paul Christophe, je reconnais bien là votre capacité à travailler le fond au travers de votre question qui est pointue. Pour ce qui est des critères de pénibilité, alors en même temps, je ne vais pas l'éluder, hein, mais très franchement, puisque vous avez lu vous-même le communiqué de presse, vous êtes parfaitement au clair sur le fait que Muriel Pénicaud et moi-même menons actuellement ces discussions sur la pénibilité. Vous avez rappelé, et ça a été aussi évoqué tout à l'heure, sur le fond, l'évolution de ce compte professionnel de pénibilité. Pourquoi un certain nombre de critères? On va dire il y a 3 critères posturaux qui ont été transférés, ils ont été sortis du compte professionnel de prévention et ils font l'objet, vous l'avez souligné, d'un départ en retraite anticipé pour inaptitude dans la mesure où ils génèrent au moins 10% d'incapacité. Donc ça veut dire que ces critères, souvent on me dit ils ont disparu. Heureusement que vous avez rappelé, je vous remercie monsieur le député, qu'ils n'avaient pas disparu et qu'ils permettaient de partir 2 ans plus tôt en retraite au taux plein dans le cadre d'une inaptitude d'une incapacité de 10%. Pardon. Après, la question se pose, du coup, puisque ces 3 critères, ils existent et qu'ils ne sont plus dans le C2P, comment est-ce qu'on peut, du coup, les prendre en compte? Et je crois que, je ne veux pas trahir là de secret des concertations, mais je crois avoir compris que, en tous les cas, au moins une bonne part des partenaires sociaux qui étaient présents ce matin autour de Muriel Pénicaud et de moi-même avaient en tête qu'il fallait continuer à approfondir la réflexion là-dessus et voir comment est-ce qu'on peut peut-être au travers des branches trouver un certain nombre de voies de sortie en intelligence. Parce qu'effectivement, vous avez souligné à juste raison que demander à l'artisan couvreur de mesurer chaque jour combien de tuiles son collaborateur a apporté, eh bien c'est une véritable gageure et on sait qu'au final cela ne se fait pas. Donc le but n'était pas de dire il n'y a pas de pénibilité à faire cela, c'est qu'il faut que ça soit mesurable et que ça soit fonctionnel, opérationnel. C'était ça l'objet de notre question. Donc la suite avec le travail que nous menons avec Muriel Pénicaud et je pense que ces sujets-là doivent permettre d'individualiser pour répondre un tout petit peu à votre question de fin. Monsieur le ministre. Nous passons à la question de monsieur Michel Zumkeller. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question viendra un peu en complément de celle de mon collègue Paul Christophe. Et moi, je souhaitais vous interroger sur la possibilité de mettre en place un départ en retraite progressif. À un moment où on le comprend bien, les histoires de pénibilité, d'allongement de durée du travail inquiètent nos compatriotes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait bon d'intégrer dans ce texte une idée, par exemple, moi que j'avais évoquée avec votre prédécesseur, qui consisterait de permettre 2 ans avant de partir en retraite de travailler moins, 50 ou 80%, en échange de permettre à un jeune d'entrer dans le monde du travail. Ça permettrait à la personne qui quitte le monde du travail de le faire dans des conditions plus acceptables. Ça permettrait à un jeune de s'implanter dans l'entreprise. Ça permettrait à l'entreprise de conserver ses savoir-faire. Je crois qu'on serait là sur un schéma gagnant-gagnant, un schéma qui peut se financer par exemple par l'entreprise, par l'État sûrement un petit peu, mais aussi par tous les organismes de formation. Je crois que nous avons là un sujet à traiter, je l'avais évoqué avec votre prédécesseur, j'espère qu'il pourra être intégré dans ce texte. Et je voudrais évoquer un deuxième sujet qui concerne nos collègues ultramarins et principalement ceux du Pacifique qui s'inquiètent du maintien des dispositifs actuellement en vigueur en Outre-mer. Dans le Pacifique, la question de l'indemnité temporaire de retraite est, vous le savez, très explosive. Et il souhaiterait vous demander de prévoir un régime de retraite complémentaire susceptible de pallier la dégressivité progressive de ce dispositif. Qu'en est-il de votre réflexion sur ce sujet? Et qu'en sera-t-il également de la prise en compte de la surrémunération des fonctionnaires dans le calcul de leur pension de retraite? Merci, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. Monsieur le Ministre, vous avez la parole.
Merci, Monsieur Michel Zumkeller, pour votre question. Monsieur le député, la retraite progressive, c'est effectivement un enjeu sociétal important. Je crois que, d'ailleurs, on peut aussi se dire qu'une façon de mieux intégrer les seniors dans l'emploi et aussi de permettre une progressivité dans le passage à la retraite, et que cette progressivité, elle est liée aussi à nos parcours de vie, aux uns et aux autres, et qu'il peut être tout à fait légitime de souhaiter passer à temps partiel à partir d'un moment donné. Ça peut d'ailleurs faire le lien avec la question de M. Paul Christophe tout à l'heure, parce que effectivement, on peut tout à fait imaginer, puisque vous êtes proches l'un de l'autre, j'imagine que vous aviez pensé à cela, mais vous avez raison. Si vous l'avez fait, vous avez eu raison, parce qu'effectivement, on peut tout à fait, et c'est aussi l'objet des réflexions que nous avons avec Muriel Pénicaud, imaginer que les points acquis pour la pénibilité permettraient de partir en progressivité, en retraite, tout en conservant là de l'activité, mais pourrait faire jouer les points pour maintenir son niveau de rémunération. Et c'est une dynamique qui serait du coup très positive, qui permettrait à la fois de rester au travail, de baisser la charge de travail et de baisser aussi l'intensité de la pénibilité. Sur la question très précise, que je vais me faire gronder par Monsieur le Président qui va dire que je suis trop long, sur la question très précise des surrémunérations en matière d'ultramarins, il y a une mission IGAS qui est en cours pour qu'on puisse effectivement en faire une évaluation précise et avoir des perspectives pour répondre à cela. Je vous remercie. Je vous propose de passer au groupe Liberté et Territoire avec la question de Madame Jeanine Dubié. Merci, Monsieur le Président. La question de la pénibilité des conditions de travail reste un enjeu fort des discussions en cours avec les partenaires sociaux, mais un certain flou persiste sur les orientations gouvernementales, en particulier sur la prise en compte des métiers pénibles ou dangereux dans le nouveau système à points. Le Premier ministre a en effet indiqué que le fait d'exercer une fonction pénible dans le secteur privé ou dans un service public ouvrirait à tous les mêmes droits. Et Agnès Buzyn, que la pénibilité permettrait d'acquérir des points supplémentaires. Alors ma première question est simple. Est-ce que l'acquisition de points supplémentaires garantira à ceux qui exercent des métiers pénibles ou qui ont commencé à travailler avant 20 ans la possibilité d'un départ anticipé à la retraite? Ma deuxième question concerne l'extension du régime actuel de la pénibilité aux 3 fonctions publiques. La réforme proposée permettrait, selon le gouvernement, d'améliorer les conditions de départ en retraite des aides-soignantes en laissant la possibilité à 25% d'entre elles de partir jusqu'à 2 ans plus tôt à la retraite, c'est-à-dire à 60 ans. Or, aujourd'hui, elles peuvent partir à 57 ans en tant que catégorie active. Comment le gouvernement entend-il poursuivre les discussions sur ce point? Enfin, s'agissant de la définition même de la pénibilité au travail, vous avez fermé la porte à un rétablissement des 4 critères de pénibilité supprimés en 2017, car ils étaient soi-disant purement formels et ne fonctionnaient pas. Êtes-vous prêt à travailler à une définition plus opérationnelle et efficiente de ces critères en lien avec les partenaires sociaux et le Parlement afin de mieux protéger les salariés qui sont exposés à ces situations? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Jeanine Dubié, vous revenez sur le sujet de la pénibilité et je peux tout à fait le comprendre. À la fois, vous soulignez d'ailleurs la pénibilité, mais également les catégories actives de l'hôpital dans votre propos. Disons simplement les choses. Dans l'universalité de la pénibilité, effectivement, le projet que nous conduisons, c'est celui de la mise en œuvre de la pénibilité, en tous les cas du dispositif de pénibilité, pour être plus précis, la mise en œuvre de ce dispositif de prise en compte de la pénibilité dans tous les secteurs d'activité, y compris la fonction publique hospitalière, y compris les fonctions publiques territoriales, y compris la fonction publique d'État, y compris les entreprises qui ont des régimes spéciaux aujourd'hui, comme le secteur privé. Alors sur quelle base? Sur la base du C2P que nous connaissons aujourd'hui, mais aussi en faisant le lien avec les questions qui m'ont été posées tout à l'heure, sur la base des réflexions qui sont en cours, qui sont menées avec Muriel Pénicaud et les partenaires sociaux sur les autres critères, notamment les critères posturaux sur lesquels il y a des réflexions. Vous me posez la question plus spécifiquement des catégories actives. Je pense que là, il faut avoir un regard très clair en se disant que
Premièrement, on se redit que tous ceux qui sont à moins de 17 ans de leur retraite ne sont pas concernés par les nouvelles dispositions. Je le dis parce que j'en connais beaucoup à Armentières, à mon hôpital d'infirmières ou d'aides-soignantes qui sur le fond, ne sont pas concernés. Et l'autre point, c'est effectivement d'appliquer dans le privé comme dans le public les mêmes règles, parce qu'il doit y avoir les mêmes règles de prise en compte de la pénibilité, aussi bien à l'hôpital public qu'à l'hôpital privé ou que dans les cliniques privées. Donc c'est sur ces points-là qu'il va y avoir du travail, notamment dans la transition, pour arriver à cette égalité dans l'ensemble des périmètres d'activité économique. Et c'est cette transition que va mener dans des débats à la fois Olivier Dussopt, mais également Agnès Buzyn pour l'hôpital. Je vous remercie. La parole est maintenant au président Philippe Vigier. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, comme mon collègue Thierry Benoît cet après-midi, moi je fais partie des centristes qui ont toujours, sur les retraites, porté un message où la répartition, la retraite par points et la mise en extinction des régimes spéciaux devaient être au rendez-vous. Donc une certaine bienveillance, mais pardonnez-moi sur les méthodes. Quand on voit qu'on aura à débattre le 17 février, voter le 3 mars, alors que les discussions avec les partenaires sociaux sont en cours, est-ce que ça veut dire que, naturellement, vous nous demanderez une habilitation par ordonnance pour finaliser cette réforme? Et quelque part, sur un sujet aussi important, c'est laisser de côté le Parlement alors qu'il devrait être au cœur du dispositif. Et pardonnez-moi également un mot, Monsieur le Ministre, quand vous parliez de pénibilité, et je voudrais reprendre ce qu'a très bien dit ma collègue Jeannine Dubié, ne dites pas trop qu'un aiguilleur du ciel a un métier très très pénible, sinon on va vous opposer le fait qu'un chirurgien cardiaque qui a 65 ans, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, opère pendant 8 heures, le degré de pénibilité, il est là, et c'est la vérité du quotidien. Alors, ma question est simple, elle porte sur 2 sujets. Le premier, c'est celui naturellement des commerçants, des artisans. Chacun sait, et c'est le rapport de l'EOA qui l'explique, qu'il faut que le taux d'assiette soit à 28%. Pour les commerçants, on commence à 14%. Quelle durée d'harmonisation? Quelle garantie? Est-ce que vous êtes sûr que le Conseil constitutionnel vous laissera baisser la CSG comme vous l'avez proposé, sans que pour autant derrière, il y ait des difficultés qui s'imposent? Et pouvez-vous garantir à ces commerçants, à ces artisans, à ces indépendants qu'il n'y aura pas de perte de pouvoir d'achat pour eux? C'est une question fondamentale. Et là même pour les agriculteurs, qui démarrent, eux, à un taux de cotisation de 17% et qui vont donc augmenter jusqu'à 28%. La deuxième question très rapide, Monsieur le Ministre, concerne les enseignants. J'ai entendu ce que vous avez dit tout à l'heure. Nous prenons l'engagement qu'il n'y aurait pas de baisse de retraite pour les enseignants. J'imagine que vous leur donnerez la simulation personnalisée. Mais en combien d'années arriverez-vous à faire en sorte que leur taux de cotisation rattrape celui des autres? Quel coût pour les finances publiques et quelles économies pour le financer? Je vous en remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le député Philippe Vigier, beaucoup de questions, dont votre question aussi. Alors j'essaie de répondre à tout. Juste un point quand même, juste sur la fin, le taux de cotisation pour les enseignants, il est le même, il n'y aura pas de différence pour les enseignants. Les taux de cotisation sont les mêmes. Donc ça c'est peut-être un point qu'on peut revoir après à deux s'il y a un point de question, mais sinon les taux sont les mêmes. Là où j'entends votre question, c'est sur les différences de taux pour les indépendants. Voilà, c'est peut-être plutôt là que vous vouliez marquer le trait. J'ai évoqué le sujet tout à l'heure. C'était déjà dans le rapport de Levoy. Le sujet, évidemment, les indépendants supportent à la fois les cotisations côté patronal et côté salarial. Bon, donc la proposition de Jean-Paul Delevoye est de le faire, et je pense que le gouvernement est sur cette ligne-là, d'avoir jusqu'à un pass le même taux de cotisation à 28,12 que pour l'ensemble des autres actifs français, et puis ensuite d'avoir une dégressivité en fonction de l'activité. Donc une adaptation. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on ne peut pas se dire ensemble que la mise en place d'un système de retraite universel aurait pour conséquence de mettre en difficulté économique un certain nombre de libéraux, d'acteurs économiques ou même du monde médical qui sont dans notre société. Ce n'est pas du tout ce qui est recherché et ça ne peut pas être le cas. On a proposé pour eux comme pour les avocats de regarder le sujet. Avant que je sois au gouvernement, je le fais de mémoire, de fin d'année, il y a eu une réunion, je pense, relativement
riche en échanges entre notamment les professions prescrites du monde paramédical et les ministres concernés. Ils ont pu avoir un certain nombre de simulations et ils sont sortis rassurés. Je vous fais référence à un article des Échos que vous pouvez retrouver sur le sujet. À l'époque, je l'avais lu avec intérêt, j'étais député aussi. Bon, je ne m'appuie pas que sur ça, mais je veux dire que sur le fond, la communication est bonne. Il faut continuer à être vigilant et accompagner ces professions parce qu'effectivement, et si elles le souhaitent, elles peuvent aussi, c'est vrai, hein, mobiliser une partie de leurs réserves pour, si jamais à un moment donné il y a un coût supplémentaire, ils peuvent décider de l'utiliser. Et enfin, juste pour les aiguilleurs du ciel, c'est la législation européenne, hein, c'est pas une question de pénibilité, parce qu'en fait, ce qu'on ne veut pas, et ce que personne ne veut en Europe, c'est qu'ils mettent la vie des autres en danger par une erreur qu'ils pourraient faire. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Nous passons aux questions du groupe La France Insoumise, avec la question de Madame Mathilde Panot. Monsieur le Ministre, 34 jours de grève, 34 jours que vous jouez le pourrissement pour imposer par la force une réforme qui pourrira nos vies. Les Français n'en veulent pas. Ils vous l'ont dit dans la rue avec près de 2 millions de manifestants, dans la grève, par pétition, en donnant massivement aux caisses de grève et même dans vos sacro-saints sondages. Votre réponse? Vous donnez la Légion d'honneur à ceux qui veulent nous voler et accuser les grévistes de terrorisme. Vous resterez dans l'histoire comme le gouvernement le plus autoritaire et comme le fossoyeur de la souveraineté populaire. En somme, pourquoi faites-vous cette réforme? Parce qu'il y aurait un problème de financement? Mensonge, c'est même vous qui serez à l'origine d'un trou de 70 milliards dans les caisses de retraite. Parce que la réforme serait pour le bien des gens? Mensonge, vous voulez faire travailler tout le monde plus longtemps pour moins d'argent. Peut-être parce qu'il y aurait besoin de travailler plus. Mensonge, la France n'a jamais produit autant de richesses et quand notre pays compte plus de 6 millions de chômeurs, l'urgence est de partager le travail pour travailler tous et vivre mieux. Alors pourquoi faites-vous cette réforme? Notre système actuel est pourtant celui en Europe qui fabrique le moins de retraités pauvres. Vous la faites parce que vous voulez remplacer le monde des solidaires par le monde de la misère. Parce que dans votre modèle, les gens doivent crever au travail pour que les actionnaires continuent de se gaver sans rien faire. Vous êtes du camp des insensibles, de ceux qui n'ont d'égard que pour l'argent. Nous sommes et resterons aux côtés des sensibles, aux côtés de ceux qui s'inquiètent de la souffrance actuelle des soignants, des enseignants, des postiers, des cheminots, des chômeurs et de tous ceux qui font la France au quotidien. Aux côtés de ceux qui s'inquiètent de la retraite de leurs anciens et des conditions de travail de leurs enfants. Nous sommes du camp des sensibles, de ceux qui tiennent compte des vivants et de la vie elle-même. Monsieur le ministre, nous voulons juste des vies dignes. Votre projet est celui des paradis assassinés. Nous inventerons notre futur, débarrassés de vous et de votre inhumanité. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la députée Mathilde Panot, je ne voudrais pas relever les excès de vos propos parce que je pense que sur le fond, vous exprimez une inquiétude, mais vous savez, je pense que ce type d'excès ne valorise pas votre discours et ne valorise pas le travail de notre Assemblée. Alors, je vais vous répondre. Non, mais je vais vous répondre tranquillement. Donc, s'il vous plaît. Le sujet aujourd'hui, c'est celui Monsieur Corbière, s'il vous plaît. De la solidarité. S'il vous plaît, Monsieur Corbière. En réalité, la solidarité, le système par répartition et par points, il est un système qui est plus favorable pour les retraités les plus modestes. Donc je pense que sur ce sujet-là, nous pourrions avoir au moins une identité de vue. Pourquoi? Puisque le système actuel, il est favorable, on le disait cet après-midi, aux carrières ascendantes. Le système de répartition par points, il est favorable aux ce qu'on appelle les 4 premiers déciles, on va dire les 40% des retraités les plus modestes, ceux qui ont moins de 1 400 €. Et c'est la réalité de cette mécanique. Donc voilà, ce point-là, il est favorable. Vous nous faites un procès en capitalisation. Quand on emmène 99% des actifs français, 99% des actifs français, grâce à un choix d'aller jusqu'à 3 passes, c'est qu'évidemment, il n'y a pas d'espace pour la capitalisation, puisque l'immense majorité des Français seront dans le système universel. Donc je ne peux pas être d'accord avec vous, je peux comprendre que vous ayez de l'inquiétude, mais je ne peux pas être d'accord avec vous. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Adrien Quatennens. Monsieur le ministre, la responsabilité de la situation de blocage est intégralement celle du gouvernement. Dans le programme présidentiel du candidat Macron, on pouvait lire
nous ne toucherons pas à l'âge de départ en retraite ni au niveau des pensions. C'est un mensonge et c'est la raison pour laquelle vous devrez retirer sans délai votre projet de réforme. C'est un mensonge car le système par points que vous souhaitez instaurer va faire précisément les deux. Oui, à âge égal, comparativement au système actuel, il faudra travailler toujours plus longtemps pour bénéficier d'une retraite à taux plein. C'est donc bien que le niveau des pensions aura diminué. Il ne peut d'ailleurs en être autrement quand on sait que l'un de vos objectifs est de plafonner à son niveau actuel la part des richesses consacrées aux retraites. BlackRock, les banques, les assureurs et les fonds de pension se réjouissent d'avance du nombre d'actifs qui seront ainsi poussés à souscrire à des produits de retraite par capitalisation. Ce matin, le Premier ministre s'est dit ouvert pour discuter de toutes les modalités qui permettraient d'obtenir l'équilibre du système, alors que ce sont vos politiques qui en affaiblissent les recettes. Mais quand bien même 42 milliards d'encours des retraites chapeaux, 127 milliards de réserves, la fin d'un certain nombre d'exonérations sociales et fiscales, la hausse des salaires et des cotisations pour une meilleure répartition des richesses. Cela fait un bon nombre de modalités possibles pour répondre à la commande passée ce matin par le Premier ministre. Mais très étonnamment, lui n'en voit qu'une seule: faire travailler les Français toujours plus longtemps, au-delà de l'espérance de vie en bonne santé, et alors qu'un actif sur deux n'est plus en emploi à l'âge de partir à la retraite. Aussi, Monsieur le ministre, il y a une question à laquelle vous n'avez toujours pas répondu. Quand on calcule la retraite sur la base de trimestres et d'annuités, comme c'est le cas aujourd'hui, on sait ce que veut dire une carrière complète. Mais si on compte avec des points, c'est quoi une carrière complète? S'il vous plaît, je vous le demande. La retraite par points, c'est le travail sans fin. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Bon, monsieur le député Adrien Quatennens, je reconnais votre énergie, votre volonté d'obtenir sur le fond toujours plus d'explications quand vous estimez que ce n'est pas clair. Donc c'est que je n'ai pas dû être clair tout à l'heure dans la réponse. Et donc je vais redire ce qu'est une carrière complète, car vous avez raison, il n'y a pas de raison de ne pas le redire. Donc une carrière complète s'exprimera dans le cadre de la réforme Touraine à hauteur de 43 années. Et comment fait-on pour valider une année? C'est 150 heures SMIC par trimestre, soit 600 heures SMIC par an. Voilà, pour répondre de façon explicite à votre question. J'essaie juste de vous donner un tout petit peu plus d'informations sur le reste de vos questions. Vous savez, je pense que le débat que nous avons eu précédemment sur la part des richesses nationales qui sont consacrées aux retraites, cette part, elle est... Lorsque nous avons donné, avec la volonté de montrer que ce n'était pas une réforme budgétaire, ce n'est pas une réforme qui visait à réduire l'engagement de la collectivité vis-à-vis de ses aînés, c'est pour ça qu'on a dit qu'elle était à 14%. Et que cette 14%, c'est une vision dynamique, puisque le PIB, la richesse augmente. Donc voilà ce que nous voulons poser, et il ne s'agit pas de partir dans une réforme budgétaire, et j'espère vous avoir rassuré sur ce que c'est qu'une carrière complète. Trois éléments de carrière complète, uniquement pour le minimum contributif, les carrières longues et la pénibilité. Je vous remercie, je vous remercie. Madame Fiat, je crains que vous ne soyez pas inscrit sur la liste des orateurs, donc je ne vous passe pas la parole pour une question. La parole est maintenant au groupe de la gauche démocrate et républicaine, avec la question de M. Jean-Philippe Nilor. Monsieur le ministre, aujourd'hui, des millions de personnes revendiquent le droit à une retraite digne, s'opposant à une politique oppressante d'inégalité, d'ostracisme et de stigmatisation. Car ils ont bien compris que votre réforme est génératrice de pensions faibles, volatiles et d'une perte de qualité de vie. Si dans l'Hexagone, ces conséquences désastreuses ne font aucun doute, dans nos territoires dits ultramarins, elles seront carrément génocidaires. Par votre universalisme aveuglant, vous ignorez en effet une réalité singulière. Des contingents d'actifs avec des trajectoires professionnelles incomplètes, des jeunes qui arrivent tardivement sur le marché du travail, des taux de chômage les plus élevés de France, des marins-pêcheurs, agriculteurs, travailleurs indépendants avec des pensions indignes de 400 €. La mise à l'écart des organisations syndicales locales, jugées non représentatives alors qu'elles recueillent l'adhésion et la confiance de nos travailleurs. Sans doute l'expression ultime d'un jacobinisme parisien qui méprise toute légitimité locale. En Martinique, le territoire le plus vieillissant de France, le montant moyen des pensions s'élève à 1 060 € pour les hommes et 971 € pour les femmes, alors même que la vie y est plus chère de 37%. À cause des cancers et autres pathologies liées à l'empoisonnement au chlordécone,
Beaucoup de nos compatriotes n'atteignent même pas l'âge de la retraite. Cette réalité percute frontalement votre conception ultralibérale qui bafoue les valeurs d'universalité et d'humanité. Dans une société moderne, l'accès pour tous à la dignité tout au long de la vie est un droit inaliénable. Ainsi, au nom d'une prétendue universalité, votre projet de retraite sanctionne les travailleurs. C'est une régression sociale majeure, car en voulant à tout prix théoriser la capitalisation, vous avez fini par terroriser les futurs retraités. Est-ce donc là votre dessein pour nos compatriotes? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Jean-Philippe Nilor, je vous ai écouté et j'avouais ne pas arriver à bien comprendre sur le fond ce qui vous inquiétait. Parce que quand on regarde, mais je vais voir si j'ai compris. J'avoue que je fais l'effort, j'écoutais, c'est ça que je voulais vous dire. Donc j'espère pas répondre à côté. Voilà. Sur le fond, cette réforme-là, même si ça a été contesté par une partie des députés qui sont à côté de vous, mais la redistribution dans un système par points par répartition, elle est favorable aux plus petits revenus, aux pensions les plus modestes. Alors vous, je pense que ce que vous soulignez, je ne connais pas bien la Martinique, donc je vous suis dans ce que vous dites, mais ce que vous soulignez, c'est la faiblesse des revenus qu'il peut y avoir à la Martinique. Mais moi, je vous dis justement, si c'est pas bien d'avoir des revenus faibles, mais pour le coup, le système va vous favoriser, puisque s'il y a des revenus faibles, fatalement, c'est vous qui allez bénéficier à la fois principalement du minimum contributif qu'on a déjà évoqué à 1 000 € en 2022 et 85% du SMIC en 2025. Et comme la mécanique de redistribution sera plus favorable aux 40% des futurs retraités les plus modestes, j'imagine que c'est plutôt dans votre territoire qu'on va en bénéficier. Voilà pourquoi, à la fois, je comprenais peut-être ce que vous vouliez m'envoyer, c'est une inquiétude, en fait, aussi de ne pas voir paupériser les personnes qui ont déjà des revenus dans la vie active relativement faibles. Et du coup, moi, je vous réponds que ce dispositif, il sera plutôt favorable à tous ceux que vous souhaitez défendre. Je vous remercie. Je vous propose de passer à la question de monsieur Pierre Dharréville. Merci, Monsieur le Président. Un mouvement social puissant, Monsieur le Ministre, se développe partout en France. Il est le témoignage d'un rejet profond de votre projet et d'une grande colère. Depuis 2 ans et demi, vous avez pourtant eu le temps de convaincre, vous y avez mis beaucoup de moyens et vous avez échoué. Vous prétendez simplifier et rien ne sera plus simple. À chaque fois que vous précisez vos intentions, vous montrez en réalité la nocivité globale de votre système et vos garanties, hélas, sont en carton-pâte. Et rien n'est clair, par exemple, sur le taux de remplacement. Si vous voulez vraiment améliorer les choses, pourquoi choisir de casser l'édifice existant au lieu de chercher à l'améliorer? Pointez ces insuffisances que nous pointions avant vous, parce que le droit à la retraite a été tellement abîmé ces dernières décennies par les différentes réformes, ne fait pas de votre projet un cheval de course. Vous le présentez comme si son objet était de mettre fin à des injustices qui vont en réalité accroître et à des prétendus privilèges sans s'attaquer aux véritables privilégiés. Tout le monde a compris en réalité que vous voulez porter atteinte au droit à la retraite, parce qu'on vous a déjà vu à l'œuvre. Vous avez attaqué la sécurité sociale, l'assurance maladie, l'assurance chômage. Vous attaquez désormais le droit à la retraite, quoi de plus normal. Vous avez attaqué le code du travail, la reconnaissance de la pénibilité. Vous avez dégradé les conditions de travail et développé la précarité. Et vous essayez d'en tirer les conséquences pour la retraite. Le problème est que vous n'assumez pas la véritable nature de ce projet. Nous sommes au cœur d'un enjeu de société majeur. La retraite, c'est le droit d'être pleinement libéré du travail prescrit pour le dernier temps de sa vie, en étant encore en bonne santé. En réalité, il s'agit là de baisser le niveau des pensions, d'allonger le temps de travail, d'individualiser en faisant de chacun l'auto-entrepreneur de sa vie. Ce projet change donc la philosophie même du droit à la retraite comme une garantie collective solidaire. C'est pourquoi il est temps de retirer votre projet pour prendre le temps d'une réforme qui rassemble. Les conditions n'en sont pas réunies. De quoi êtes-vous réellement prêt à discuter avec les partenaires sociaux ? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Pierre Dharréville, c'est vrai que pour réussir cette grande transformation de société, il faut pouvoir le faire en générant le plus large consensus. Et c'est un défi
C'est un défi parce qu'il faut, expliquer, il faut écouter. Des fois, il faut bouger. Moi, je peux vous dire que je suis au gouvernement depuis 3 semaines, mais je peux vous dire que le gouvernement bouge, même si peut-être vous estimez que ce n'est pas assez ou ce n'est pas le sens que vous voudriez. Mais moi, je le vois. Vous m'interrogez sur ce que le gouvernement est prêt à discuter avec les partenaires sociaux. Bah, écoutez, je vous livre ce que j'ai vécu ce matin. À la fois sur la séquence de travail, sur la pénibilité, l'emploi des seniors, avec une volonté claire des partenaires sociaux de se parler sur les différents critères qu'on a évoqués tout à l'heure, mais de le faire de façon, je le dis parce que l'expression vient d'eux, intelligente, c'est-à-dire que si c'est pour faire une usine à gaz que personne ne va utiliser, ça ne marche pas, et tout le monde a bien compris que ce n'était pas ça qui allait ni dans le sens du salarié, ni dans le sens de l'entreprise. Donc une volonté de construire des choses de façon pragmatique. Il y a une volonté aussi de regarder dans le cadre peut-être de la santé au travail ce qui sera possible demain en matière de prévention, de réorientation professionnelle, à la fois certes de réparer lorsqu'on est face à de la pénibilité et qu'il est trop tard, il faut réparer et permettre de partir plus tôt, mais aussi de prévenir, d'utiliser, de mobiliser des moyens, et pas qu'en formation, des moyens outils et techniques, un certain nombre de choses qui aujourd'hui existent. Quand on parle de la logistique et des exosquelettes, on peut avoir des investissements qui protègent l'homme, et quand je dis l'homme, c'est avec un grand H, hein, l'être humain qui travaille, et pour avoir d'autres supports qui viennent l'accompagner. Donc vous voyez, il y a une vraie volonté, et sur le fond, je crois que les partenaires sociaux, ils sont... oui, je sais, Monsieur le Président, je suis trop long, je vous prie de m'excuser. Et donc je termine pour dire à Monsieur le député Pierre Dharréville, je comprends et je sais à la fois toute la force de son engagement pour que le système de retraite que nous mettions en place soit un système solidaire. Moi, je voudrais lui dire, même si peut-être qu'il ne me croira pas à la fin, que j'ai la même force, j'ai le même engagement, parce que moi, je crois qu'un système comme celui que nous proposerons sera plus solide, résistera aux évolutions démographiques, économiques et sociologiques, et assurera, sur le fond, ce qui est votre objectif comme le mien, une retraite solide pour tout le monde. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Je propose de passer aux questions du groupe La République En Marche, avec la question de Monsieur Xavier Roseren. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, on le sait, la réforme des retraites peut inquiéter, notamment du fait des expériences passées, des réformes menées sans ambition, visant uniquement à reculer l'âge de départ à la retraite, animées donc par une unique logique budgétaire. Pourtant, le système actuel qui a été construit après la guerre ne correspond plus du tout aux réalités d'aujourd'hui. Les modes de vie ont changé, les carrières professionnelles ne répondent plus du tout aux mêmes logiques, les nouvelles inégalités ne sont pas suffisamment prises en compte. Le projet porté vise donc à adapter le système pour répondre à ces situations et assurer plus d'équité, plus de lisibilité et plus de justice sociale. Depuis 2 ans, le gouvernement a fait preuve d'écoute et de concertation en multipliant les réunions de travail et en mettant en place une plateforme citoyenne. Avec la remise du rapport Delevoye cet été, les concertations avec les organisations syndicales et patronales se sont réellement renforcées. Le 19 décembre dernier, le Premier ministre a proposé un programme de travail pour avancer sur les différents chantiers ouverts. Je pense ici à la pénibilité, à l'emploi des seniors, aux fins de carrière, au minimum de pension, aux périodes de transition pour passer de 42 régimes spéciaux à un régime universel, ou encore à la question importante de l'équilibre financier de notre système. Dès lors, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous faire un état des lieux des négociations en cours, et pouvez-vous également nous indiquer comment, tout en conservant le principe d'universalité au cœur de cette réforme, le gouvernement envisage de prendre en compte la spécificité de certains métiers? Merci. Je vous remercie. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Xavier Roseren, merci pour votre question sur un sujet, je crois que sur lequel vous êtes engagé aussi depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. L'état des lieux en matière de négociation, je l'ai un peu fait au fil de l'eau de cette soirée, donc je ne voudrais pas être redondant et peut-être que Monsieur le Président me regarde avec bienveillance à chaque fois que je dépasse les 2 minutes, mais bon, vous avez compris la volonté du gouvernement. En tout cas, c'est ça que j'ai essayé d'expliquer, ce que je vis avec le gouvernement, c'est la volonté qu'a le
gouvernement de trouver un compromis et d'ouvrir de nouveaux droits et en même temps de dire les choses. Voilà, si on veut de nouveaux droits, il faut pouvoir avoir un système en équilibre qui les finance. C'est ça le sujet, c'est pour ça que le gouvernement et le Premier ministre a répondu banco à la proposition de Laurent Berger de se retrouver autour d'une conférence du financement de nos retraites. Sur les spécificités des métiers, rappelez aussi, parce que j'ai eu l'occasion de le faire dans un autre hémicycle cet après-midi, que tout cela était annoncé dans le programme du président de la République et de sa majorité présidentielle. Il n'y a pas là de découverte en la matière, mais vous avez raison de souligner sur le fond qu'il y a des métiers régaliens, je l'ai dit tout à l'heure, où quand on expose sa vie pour défendre celle des autres, pour protéger sa nation, eh bien effectivement, il y a prise en compte de spécificités qui ne sont pas les mêmes, qu'on ne peut pas calquer, sur lesquelles on ne peut pas se dire que c'est la même chose, et je l'ai dit pour les marins aussi tout à l'heure, de la même façon. Voilà, donc je pense que, encore une fois, redire ensemble qu'un régime universel, c'est aussi un régime qui prend en compte des spécificités exceptionnelles, des conditions exceptionnelles de travail, c'est juste faire preuve de bon sens, de pragmatisme, et je crois que c'est assez représentatif, monsieur le député Xavier Roseren, de la signature de cette majorité. Je vous remercie. Nous passons à la question de madame Christine Cloarec-Lenabour. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, il y a quelques semaines, j'ai reçu mon relevé de situation individuelle qui fait état de mes activités et de mes droits à la retraite. J'ai eu la confirmation de la non prise en compte de tous les nombreux petits boulots que j'ai pu faire lorsque j'étais étudiante, mais aussi des vacations que j'ai effectuées pendant 2 ans à mon entrée dans la vie active, dans le calcul de mes futurs droits à la retraite. Ainsi, pour les étudiants qui travaillent à côté de leurs études, souvent pour les financer, ou ceux qui effectuent des stages indemnisés en entreprise, les stagiaires et les jeunes qui s'engagent volontairement au service de l'intérêt général dans le cadre d'un service civique, pour eux, comme pour tous les travailleurs qui vivent de petits boulots, le système actuel est incontestablement injuste. Notre système de retraite actuel fonctionne par annuité, c'est-à-dire sur la base de trimestres validés. Pour toucher une retraite à taux plein, un actif doit aujourd'hui cotiser entre 40 et 43 annuités, soit 160 à 172 trimestres. Cette règle des annuités est pénalisante, puisqu'il faut en effet travailler l'équivalent de 150 heures payées au SMIC sur une année pour pouvoir valider un trimestre. En deçà de ce seuil, il n'y a donc pas d'ouverture de droit à la retraite. Les personnes concernées subissent donc une double peine. Elles paient des cotisations retraite sur leur salaire, mais ces mêmes cotisations ne sont pas prises en compte dans le calcul de leur propre retraite. Le rapport de Jean-Paul Delevoye formule des préconisations pour valoriser l'ensemble des périodes d'activité des assurés, quelle que soit la durée. Monsieur le ministre, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous préciser ce qu'il en est des réflexions sur ce sujet? Est-il prévu de mettre fin à ces injustices? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Christine Cloarec. Oui, vous avez raison, c'est intéressant votre cas d'espèce, parce qu'on pourrait presque tous faire l'exercice de se faire envoyer, d'ailleurs je pense que c'est un bon exercice collectif et individuel, pour le coup de se faire envoyer son relevé de carrière et puis d'aller jeter un œil. Alors effectivement, lorsque votre revenu a été inférieur à 150 heures SMIC, eh bien il n'y a pas de validation de trimestre, c'est ce que vous avez pu constater de visu. Certaines activités d'ailleurs sont comme ça peu ou mal pris en compte, hein. C'est quand il y a une gratification pour les stages. D'ailleurs, ça n'ouvre le droit que si la gratification est supérieure à un seuil. Hein, si elle est inférieure au seuil, eh bien, il n'y a pas de droit. Tous les trimestres validés ne sont pas pris en compte de la même manière. Les fameuses majorations de durée d'assurance, les fameuses MDA, dont on parle souvent pour les enfants, donnent trimestres validés, mais ils ne comptent pas pour l'accès aux carrières longues. C'est la différence entre les validés et les cotisés. Alors, pardon, c'est vrai que ça devient un peu technique, qui est un peu tard, Monsieur le Président, mais bon, ma foi, on ne cache pas notre plaisir à travailler ce sujet-là ensemble. Alors, le principe du système universel est simple, parce que votre question, c'était plutôt est-ce qu'on va pouvoir mettre un terme à tout cela. Toutes les périodes travaillées, elles vont donner lieu à cotisation et elles vont augmenter toutes le nombre de points et donc au final le montant de la pension. Donc effectivement, si nos enfants ou nos petits-enfants vont faire un petit job étudiant ou s'ils décident de consacrer du temps pour aller faire les vendanges, ils verront des points apparaître sur leur compte personnel. Quel que soit le montant ou une période d'ailleurs de travail a été cotisée, elle gardera sa valeur.
Vous avez souligné aussi que lorsqu'on a un relevé de carrière, on voit bien qu'on a perçu des rémunérations qui ont, et tant mieux peut-être, hein, évolué positivement. Eh bien aujourd'hui, ces salaires portés au compte, ça s'appelle comme ça, pardon encore, eh bien ils sont indexés sur l'inflation. Alors que la proposition du haut-commissaire pour les points, et donc du secrétaire d'État que je suis, puisque je remplace le haut-commissaire, eh bien c'est que ces points soient indexés sur le salaire moyen par tête, sur les revenus, et qu'on sait que les revenus progressent à peu près 2 fois plus vite que l'inflation. Donc on aura en plus une protection de la valeur du point et une dynamique de cette valeur du point qu'il n'y a pas aujourd'hui dans les salaires portés au compte de votre relevé de carrière, Madame la députée. Je vous remercie. Nous passons à la question de Madame Corinne Vignon. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Selon les préconisations du rapport Delevoye, l'objectif de la pension de réversion dans le futur système universel sera de garantir le niveau de vie de la personne survivante à 70% des droits dont bénéficiait le couple. Ce dispositif unique permettra de mettre fin aux inégalités que le système actuel varie en fonction des conditions de ressources, de l'âge ou du non-remariage. Il y a 13 régimes de réversion actuellement. Dans le rapport, la pension de réversion ne serait ouverte qu'à 62 ans et serait réservée, comme aujourd'hui, aux couples mariés. Aussi, je m'interroge sur ce seuil, car si nous souhaitons un système équitable, ne faudrait-il pas supprimer la condition d'âge? De plus, après un divorce, certains considèrent que celui-ci est une rupture de tout lien avec le conjoint et que le droit à la réversion doit être supprimé. Cependant, beaucoup de nos concitoyens refont leur vie en se remariant, mais pas toutes, mais pas tous. Vous connaissez comme moi un cas fréquent. Un couple marié passe 30 ans de leur vie ensemble, ils ont des enfants. L'épouse a une carrière heurtée car elle a réduit son temps de travail pour élever ses enfants et survient un divorce. L'homme se remarie, mais pas la femme. Le jour où il décède, la pension sera reversée à la deuxième épouse. Ce dispositif n'est-il pas injuste? Aussi, à qui envisagez-vous de verser la pension de réversion lorsqu'il y a un remariage? Ne faudrait-il pas considérer le nombre d'années passées avec le premier conjoint au regard du second pour déterminer le bénéficiaire de la réversion? Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Corinne Vignon, je sais votre pertinence en matière de retraite et votre technicité, donc je vais être très vigilant sur ma réponse. La pension de réversion, elle sera garantie, elle reposera, vous l'avez souligné, vous avez bien expliqué tout ça, sur des nouvelles bases qui permettra de maintenir un niveau de vie constant pour le conjoint survivant. Sur le fond, dans votre question, on voit bien que l'harmonisation était nécessaire puisque vous avez évoqué les 13 dispositifs qui existent. Aujourd'hui, dans le nouveau système, le conjoint survivant bénéficiera de 70% des droits à la retraite du couple. C'est ce qui a été débattu d'ailleurs entre les partenaires sociaux et le haut-commissaire lorsqu'il menait cette concertation. Et c'est cette proposition qui est arrivée dans le rapport de Jean-Paul Delevoye et qui sera sans aucun doute dans le projet de loi que nous examinerons ensemble dans quelques semaines. Alors, vous posez la question de, sur le fond, ces pensions de réversion, à qui est-elle destinée? Elle est destinée aux couples mariés, et c'est vrai, attribuée à compter de 62 ans. La question des conjoints divorcés, elle est soulevée. Peut-on confier aux juges ou aux affaires familiales le soin de tenir compte des droits à retraite au moment du divorce pour un solde de tout compte? Moi, je me souviens, je crois que cette question avait été posée ici même à Jean-Paul Delevoye lors des questions au gouvernement. Et effectivement, c'était une proposition qui était sur la table. Doit-on maintenir un partage au prorata de la durée du mariage, comme aujourd'hui, mais du coup, ne plus garantir 70% des droits à la dernière épouse ou au dernier époux?
une mission, et là il faut qu'on puisse prendre un petit peu de recul sur ce sujet-là. Une mission va être confiée à Bertrand Fragonard, qui est un spécialiste bien connu dans notre pays sur le domaine social. Et le projet de loi prendra en compte, je pense que voilà, je vois que ça parle à, voilà, le projet de loi prendra en compte ces conclusions, donc ça veut dire qu'en plus on le missionne avec un vrai contenu, une vraie importance. Voilà, Madame la députée, j'ai été un peu long, je remercie encore Monsieur le Président pour sa bienveillance. Je vous remercie. Nous passons la parole à Monsieur Éric Girardin. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il n'aura échappé à personne, sauf peut-être à celles et ceux dont l'esprit d'analyse est partiel, que le système actuel de retraite est injuste, illisible et instable, c'est une évidence. Un exemple très simple concernant l'inégalité homme-femme, mais aussi et surtout l'inégalité entre les femmes, dans le cadre notamment de la naissance d'un enfant. En effet, dans le secteur privé, comme vous le savez, la naissance d'un enfant permet d'acquérir 8 trimestres de majoration de durée d'assurance, contre 2 seulement dans le secteur public. C'est effectivement injuste. Je l'ai dit, le système existant reste inégalitaire entre les hommes et les femmes. Cette situation reflète le malaise que la gente féminine subit tout au long de sa vie active. Leur retraite est touchée par cette inégalité en raison de carrières plus défavorables que celles des hommes. En effet, aujourd'hui en France, l'écart de salaire entre les femmes et les hommes est de presque 24%. La retraite des femmes est en moyenne inférieure de 42% à celle des hommes, ou encore, une femme touche en moyenne une pension de 1091 € brut par mois contre 1891 € brut pour un homme, soit 800 € d'écart. Les femmes qui ont des carrières interrompues par des périodes de maternité, par exemple, sont pénalisées puisque leurs carrières sont hachées. Et pour certaines, elles sont obligées de continuer à travailler jusqu'à 67 ans pour annuler le principe de la décote. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer les mesures prévues par le système universel et qui bénéficieront aux femmes? Pouvez-vous également nous préciser quels seraient les effets pour elles d'un abaissement de l'âge d'annulation de la décote à 64 ans contre 67 ans aujourd'hui? L'idée étant de ne plus pénaliser les femmes qui ont des carrières heurtées et leur permettre de partir plus tôt à taux plein. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Oui, monsieur le député Éric Girardin, vous avez raison de souligner sur le fond toutes ces injustices, parce que sur le fond, on a du mal à comprendre pourquoi la naissance d'un enfant ne génère pas les mêmes droits qu'on soit dans le public ou dans le privé. D'ailleurs, personne sur le fond ne sait vraiment l'expliquer quand on s'interroge et quand on passe du temps sur ce dossier-là. Oui, c'est vrai d'ailleurs au final que ces majorations de durée, quand elles existent aujourd'hui ou quand il s'agit pour le 3e enfant d'une majoration de pension, c'est vrai qu'elles ne compensent pas les inégalités de carrière ou de salaire. Et d'ailleurs, sur le fond, ce qui est, ça a été souligné par un de nos collègues en début de soirée tout à l'heure, c'est vrai que nous avons un dispositif qui en plus n'est pas neutre. On pourrait s'attendre à ce que le système de retraite soit neutre, qu'il y ait des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. On doit le regretter, lutter contre, et l'index de Muriel Pénicaud nous aide en cela et se diffuse. Mais que le système de retraite amplifie ces écarts, c'est quand même tout bonnement incroyable. C'est pourtant la dynamique que nous avons aujourd'hui, et c'est en cela que le système universel va évidemment être beaucoup plus égalitaire dans le rapport homme-femme, ne serait-ce que parce que, vous l'avez compris, nous souhaitons aussi flécher les majorations pour les enfants dès le premier enfant vers les femmes, parce que aussi nous sommes attentifs. Et le point que vous avez évoqué sur l'annulation de la décote, à la réalité du parcours professionnel des femmes, quelles sont celles qui reprennent le travail après avoir élevé les enfants? Ben, ce sont essentiellement les femmes. Quelles sont celles qui, du coup, ne vont pas avoir ces fameuses 43 annuités de la réforme Touraine? Ben, essentiellement des femmes. Quelles sont celles qui vont devoir aller jusqu'à 67 ans avant d'annuler la décote? Ben, essentiellement des femmes, 80 000 sur les 120 000 tous les ans. Donc, monsieur le député Éric Girardin, vous avez raison de penser et de dire que l'ensemble des mesures de ce grand système de retraite universel est favorable à l'égalité homme-femme. Je vous remercie, monsieur le ministre. La question est maintenant à monsieur Belkir Belhaddad. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues. La France n'a pas fait le choix du chacun pour soi et du tant pis pour les autres. Notre pays a fait le choix fondamental et ancien de ne pas confier le soin de nos aînés à l'argent maître, choix dont je suis fier et vous aussi, j'en suis sûr. Cette réforme est nécessaire à la pérennité de notre système. Elle construit un système plus solidaire, plus simple et plus juste. Pour autant, nous ne pouvons ignorer les angoisses
qu'elle peut créer actuellement au sein de notre pays, et il est de notre rôle de parlementaires de travailler avec le gouvernement afin d'y répondre. J'avais été notamment rapporteur pour avis sur le PLF 2020 sur le thème notamment des réserves de retraite. Dans ce cadre, j'avais rencontré les représentants de nombreuses professions et caisses, dont celle des indépendants et des professions libérales, qui avaient manifesté cette inquiétude. Ainsi, ma question porte sur les solutions trouvées par le gouvernement pour répondre à leurs besoins d'éclaircissement. J'ai bien compris que le gouvernement a entendu les inquiétudes au sujet du devenir de ces réserves. Elles resteront au sein de ces caisses. Elles pourront les utiliser pour accompagner la transition vers le nouveau système, notamment en prenant en charge une partie des cotisations. Mais qu'en est-il des avancées sur l'uniformisation du taux de cotisation à 28%? La réforme de la CSG des cotisations vieillesse des travailleurs indépendants sera mise en œuvre au 1er janvier 2022, a assuré le Premier ministre lors de son discours de présentation au CESE. Sur le principe des vases communicants, la baisse de la CSG corrigerait en principe celle de la hausse des cotisations. Je souhaiterais ainsi savoir où en sont les négociations sur ce point et si les données les plus détaillées existent. Merci. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Belkir-Belhaddad, je reconnais aussi là votre expertise comme membre du Fonds de réserve des retraites que vous suivez. Et effectivement, vous avez une bonne connaissance de ce sujet-là, je le sais. Les engagements du gouvernement sont clairs et le Premier ministre les a rappelés devant le CESE le 11 décembre dernier. Les réserves des caisses, quelles que soient ces caisses, appartiennent à ces caisses et à ceux qui les ont constituées. Le gouvernement n'entend exproprier personne. D'ailleurs, je l'ai dit aussi tout à l'heure en répondant à une question, je pense, d'un député les Républicains, qu'elle pourrait éventuellement être utilisée par la profession pour tout ou partie, s'il le décidait. Et s'il le décidait, peut-être pour lisser un certain nombre d'augmentations de cotisations, s'il y avait lieu de le faire. Mais tout cela restera à leur décision. Quant à la réforme de l'assiette des cotisations sociales sur laquelle vous m'interrogez, c'est effectivement une grande mesure de simplification. Aujourd'hui, il faut calculer ces cotisations avant de les réintégrer dans l'assiette de la CSG. Mais on peut dire aussi qu'au-delà de la simplification, c'est une mesure de justice. Les indépendants payant à proportion, en fait, davantage de CSG qu'ils ne rouvrent pas de droits par rapport aux salariés. Donc là aussi, on a un problème d'équité entre les indépendants, on aurait pu le souligner tout à l'heure d'ailleurs, et les salariés, d'où la nécessité de revoir cette assiette. Voilà, alors les discussions se poursuivent avec les professions pour tracer les chemins de plan de convergence qui doivent être négociés avec chaque profession libérale, je le disais tout à l'heure, afin de leur permettre d'atteindre la cible du système universel, mais à leur rythme, et elles ne partent pas toutes du même point. C'est pour ça aussi que ces chemins de convergence doivent être négociés avec eux et adaptés à la réalité de leur profession. Je vous remercie. Je vous remercie. Et enfin, pour les députés non inscrits, la question de Madame Agnès Thiel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le secrétaire d'État, j'aurais beaucoup plus que 4 questions. Certains régimes spéciaux et de surcroît pour la plupart déficitaires ne reflètent plus la réalité d'aujourd'hui et certains métiers sont les grands oubliés, comme le BTP, les soignants hospitaliers, les caristes, les travailleurs à la chaîne, par exemple. Le débat se pose-t-il réellement sur l'âge pivot ou plutôt sur qui pourra ou ne pourra pas travailler jusque-là, c'est-à-dire la pénibilité? Entendre les craintes, oui, mais en étant aussi objectif sur cette réforme. Si elle doit être discutée, elle montre des avancées sociales pour les femmes, les agriculteurs, les carrières hachées, le minimum retraite. Depuis un mois pourtant, nous assistons à des revirements et à des concessions. Régimes spéciaux, autonomes, spécifiques. Nous sommes bien loin du rapport de Levoy. Tous ces points n'avaient-ils pas été appréhendés? Les problèmes clairement identifiés, le financement réfléchi et évalué en amont? Combien coûteront l'extension de la pénibilité, l'extension des fins de carrière, les régimes particuliers, la nécessaire revalorisation des salaires des enseignants? Quel sera le coût? Des discussions et négociations n'avaient donc pas été entamées? Quid des régimes autonomes des avocats et des professions libérales en grève glissante depuis ce week-end? Fait rarissime chez les médecins, kinés, infirmiers, experts comptables, avocats.
Cette grève longue et dure endette encore la RATP et la SNCF, met mal à l'aise l'économie, les salariés, les petites entreprises, les commerçants et nuit à la solidarité entre les Français qui finiront par être en conflit les uns contre les autres. Quelle réponse à ces extrémistes qui ne représentent qu'eux-mêmes, à ceux qui refusent de participer aux réunions des concertations, ceux qui légitiment la violence? Pourquoi n'y a-t-il pas un vrai service minimum dans les transports? Qu'attend-on pour le mettre en place? N'est-il pas temps pour tous de faire preuve de bon sens? C'est ce qu'on attend d'un projet de loi certainement mal communiqué. L'universalité était dans le programme En Marche, mais pas le détail concret ni les conséquences pour chacun. C'est drôle, ça me rappelle une autre réforme aujourd'hui qui passe en ce moment au Sénat. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Agnès Thiel, j'avais envie de vous faire une réponse courte, mais peut-être aussi une réponse espoir. Sur le fond, moi j'ai entendu le Président de la République inviter le gouvernement dont je fais partie à construire une solution rapide. Je pense, et vous en avez eu des témoignages cette semaine, que le gouvernement est à la manœuvre sur le sujet. Il fait son travail pour chercher les meilleures voies du compromis. Mais les meilleures voies du compromis, c'est aussi prendre en compte l'ensemble des éléments qu'on a évoqués ce soir. Comment fait-on pour financer un minimum contributif évolutif? Comment fait-on pour construire un système où il y a de l'équité, où il y a de la solidarité et aussi où on est en esprit de responsabilité? Voilà, donc moi je pense, Madame la députée, que nous allons trouver dans les jours et les semaines qui viennent les voies de passage pour construire cette belle réforme dont je suis sûr que vous appelez également de vos vœux. Eh bien, je vous remercie. La séance de questions est terminée. La prochaine séance sera demain à 15 h. Débat sur la politique de l'emploi, questions sur la politique de lutte contre le chômage, débat sur la mise en œuvre des ordonnances de la loi travail. Je vous souhaite une douce et agréable nuit et je lève la séance.